le deuxième chantier du développement de l'esprit critique, il va s'agir de rechercher la cohérence entre nos idées. Parce qu'il est très possible de penser une chose et de penser non pas une chose et son contraire, ça des fois on a comme, c'est assez clair, quoi que ça peut arriver, mais de penser une idée dans un contexte et de ne pas se rendre compte qu'elle est incohérente avec une autre idée qu'on a dans un autre contexte. Rechercher la cohérence, donc, entre nos différentes idées. Par exemple, il y a plusieurs années, il y avait eu une grève étudiante au cégep et un des étudiants très actifs dans l'association étudiante et qui était un militant pour la grève. Donc, il prenait des positions, il voulait convaincre ses camarades, ses collègues de cégep de faire la grève pour revendiquer, par exemple, l'accessibilité aux études, le fait que le système de prêts et bourses devait être bonifié pour aider les étudiants qui n'ont pas les moyens et qui doivent tellement travailler que finalement, ils sont pénalisés, ils n'arrivent pas à faire leurs études parce qu'ils doivent trop travailler, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour vivre. Donc, par exemple, ça faisait partie des arguments qu'il donnait pour faire la grève, pour amener le gouvernement à changer ses politiques auprès des étudiants. Donc, dans le gymnase, au moment du vote, il prend la parole, il fait son discours et ça marche assez bien. Il n'est pas le seul, mais finalement, la grève est votée et voilà. Et là, je vous parle de la grève de 1997. Donc, c'était une grève où moi-même, j'étais étudiante et j'ai assisté à ça. Pendant le temps des fêtes, donc d'un côté, dans un contexte, il dit « il faut que la société, le gouvernement soutiennent les plus démunis, les plus pauvres. C'est important qu'on soit solidaire, c'est important de partager. Les personnes qui sont plus riches doivent partager leurs revenus pour aider les gens qui n'ont pas les moyens d'accéder aux études aussi. Ils ne doivent pas être pénalisés parce qu'ils ont moins d'argent. » Donc, dans son contexte de grève étudiante, dans le gymnase, au cégep, c'était une très belle position et c'est pas tous les étudiants qui étaient d'accord. Mais ça se tient, ça se défend, puis on peut en discuter. Or, pendant le temps des fêtes, me raconte-t-il à son retour, et c'est là où moi j'en revenais pas, qu'il n'ait pas remarqué la contradiction. Il revient de Noël et il avait vu son mononcle, comme on dit, et il avait pris des bières avec son mononcle, puis ça avait jasé des impôts et de l'État. Et donc, avec son mononcle à Noël, il nous revient après le temps des fêtes, puis il dit « En tout cas, mon mononcle, je vous dis, il m'a fait réfléchir. » Il nous disait à quel point on était la société la plus taxée en Amérique du Nord et que ça n'avait pas d'allure et que quand on travaille, ça n'a pas de bon sens de payer autant de taxes puis autant d'impôts que ça nous sort des poches. Le gouvernement vient piquer dans nos poches l'argent qu'on a travaillé durement pour avoir. Ça n'a pas de bon sens qu'on en paye autant. Et moi... J'étais fatigante. J'ai dit, mais tu trouves pas ça un peu étrange? Tu remarques pas quelque chose qui marche pas dans ton affaire? Quoi? Est-ce que vous remarquez la contradiction? Est-ce que vous voyez l'incohérence entre les deux situations? Grève étudiante, on demande au gouvernement d'investir, aux gens de partager leurs revenus, d'être solidaires pour aider les plus pauvres. Et de l'autre côté, on refuse, on dit que ça n'a pas d'allure de payer des impôts et des taxes autant que ça. Donc, bien sûr, vous avez vu l'incohérence. Ici, il n'y a pas de cohérence. Donc, pour rechercher la cohérence, il faudrait qu'ils se disent ou bien on vit dans une société où on paye moins d'impôts et c'est plus sur un plan individuel ou familial que selon nos héritages, selon ce que nos parents peuvent nous soutenir, qu'on va avoir plus ou moins d'argent. Et dans ce type de société, on va dire plus de droite au niveau économique, eh bien, c'est un peu plus chacun pour soi. On est un peu moins solidaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais on diminue. Donc, ou bien c'est comme ça, mais là, on ne va pas avoir des systèmes de prêts et bourses généreux, on ne va pas avoir d'éducation gratuite jusqu'à l'université, on ne peut pas avoir ça, là. Donc, c'est plus du chacun pour soi. De l'autre côté, si on veut avoir tous ces services payés, toute cette solidarité entre les gens, mais il faut accepter de vivre dans une société où les impôts, les taxes sont plus élevés.
Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Alors, mon ancien collègue était incohérent. Il pensait une chose d'un côté, incompatible avec une autre chose dans un autre contexte. Ce genre de situation arrive en permanence et n'est pas toujours aussi clair que ça. Donc, un esprit critique, pour développer notre esprit critique, il faut s'assurer si nos idées sont cohérentes les unes avec les autres. Dans le cas de notre ami, dans le fond, l'idée, c'est que c'est plus de voir ça comme un curseur. Il faudrait qu'il se demande, moi, où est-ce que je mettrais le curseur? Entre une société où on paye 0 impôts, ou presque pas le minimum, avec à peu près pas de solidarité ou de services publics payés, ou versus une société, on va dire, communiste, où finalement, on n'a même pas de revenus privés, on est 100%, tout ça c'est étatisé, et tout est fourni. Donc, où est-ce que je mets mon curseur là-dedans? Donc, ça serait plutôt ça qui serait la décision à prendre dans un cas pour être cohérent et pas soutenir des idées incompatibles. Le troisième chantier d'un esprit critique, il s'adresse encore une fois à nous-mêmes. Et ça, c'est très bizarre. Vous allez trouver ça très bizarre, mais c'est la façon d'avancer. Alors, il faut toujours et constamment mettre à l'épreuve nos propres idées, nos propres opinions. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va constamment se formuler à soi-même des objections. Une objection, c'est une idée qui remet en question l'idée qu'on a. Es-tu bien certain que ça, parce que regarde, as-tu pensé à ceci, à cela? Donc, formuler des objections, on peut en formuler à d'autres pour les challenger, comme on dit, les mettre à l'épreuve dans leur opinion, dans leur argument, mais c'est important de le faire à soi, donc d'être constamment en train de revenir sur ses idées et être ouvert à les changer dans le cas où on penserait à une objection, que finalement on s'aperçoit qu'on se trompait ou qu'on n'avait peut-être pas la meilleure idée. Donc, les 3 chantiers d'un esprit critique: reconnaître ses préjugés et abandonner les idées qui ne tiennent pas la route, rechercher la cohérence entre ces différentes idées et mettre à l'épreuve ses propres opinions en formulant à soi-même des objections. L'objet de la philosophie est la question fondamentale. Alors, on va voir qu'est-ce qu'une question fondamentale et on va voir que toutes les questions ne sont pas des questions fondamentales. On va essayer de se démêler un petit peu avec ça. Toute question n'est pas fondamentale. Il y a toutes sortes de questions. Il y a des questions pratiques, des questions techniques, des questions scientifiques, des questions fondamentales. Il y en a d'autres juridiques, mais on va s'en tenir au principal pour l'instant. Ceci est-il une question fondamentale, à votre avis? Est-il vrai que l'intrication est un état quantique décrivant 2 systèmes classiques ou plus, non factorisables en un produit d'état correspondant à chaque système classique? Alors non, ce n'est pas une question fondamentale, c'est une question scientifique, plus particulièrement dans la branche de la physique quantique. Alors avant de voir qu'est-ce qui est une question fondamentale et ses caractéristiques, on va voir que c'est quoi les questions qui ne sont pas. On va y aller par élimination. Donc d'abord, une question pratique, qu'on va dire une question pratique, ce n'est pas une question fondamentale. Les questions pratiques, c'est des questions qui arrivent dans notre vie quotidienne et qui se règlent habituellement assez facilement avec la culture générale qu'on a. Par exemple, est-ce que je devrais manger mon bol de céréales le matin ou le midi? Comment est-ce qu'on fait une recette de bon gâteau au chocolat? Bon, ça, vous allez dire, c'est assez technique, assez spécialisé. Mais on va dire les recettes, on va mettre ça dans les questions pratiques. Ou encore, à quelle heure est-ce que je devrais partir pour attraper mon autobus? Alors, une question pratique, ça concerne tout être humain. Ça se pose dans la vie quotidienne. Et généralement, ça se répond aisément à l'aide de la culture générale que nous possédons.
sinon, les savoirs sont accessibles assez facilement. Par exemple, toutes les vidéos sur YouTube sur comment faire ceci, comment faire cela. Généralement, YouTube donne une mine d'informations pour répondre aux questions pratiques si on n'a pas les savoirs dans notre culture générale. Un autre type de question, ça va être une question technique. Alors ici, ça demande un savoir-faire spécialisé. La technique, c'est vraiment au niveau du faire. C'est un savoir-faire qui n'est pas accessible à tout être humain. On ne peut pas tous savoir comment construire un pont solide, comment faire voler un avion, comment programmer un logiciel. Donc, ça, ce sont des questions techniques qui demandent un savoir-faire spécialisé et ce n'est pas accessible, ce n'est pas des questions que se pose tout être humain. Ça va dépendre si on est intéressé, si c'est notre passion, si c'est notre métier, mais ça demande un savoir-faire spécialisé. Un autre type de question qui n'est pas une question fondamentale ou philosophique sont des questions scientifiques. Alors, les questions scientifiques, bien qu'il y ait une curiosité naturelle chez tout être humain, chez tout enfant, et que la science puisse se pratiquer à tout âge, une question scientifique ne se résout pas comme les questions philosophiques ou fondamentales par la réflexion, la discussion, la spéculation et l'argumentation. En fait, il va y avoir tout ça, mais la différence principale, c'est que pour répondre à une question scientifique, on va commencer par observer. Alors, plutôt que d'aller réfléchir, on va se demander comment est-ce que je peux observer le phénomène que j'essaie de comprendre pour pouvoir trouver une réponse. Donc, les questions scientifiques, une question scientifique se résout par l'observation des phénomènes à l'aide de nos sens, de nos 5 sens, la vue, le toucher, le goût, etc. et aussi à l'aide d'instruments qui sont de plus en plus spécialisés. Les questions scientifiques, comme tantôt ma question sur la physique quantique, ou que ce soit des questions en sciences humaines, en psychologie, en sociologie, en anthropologie, sont des questions spécialisées qui demandent des connaissances spécialisées aussi, ainsi que une connaissance approfondie. Il y a toute une méthode scientifique pour arriver à répondre aux questions scientifiques et cette méthode donc part de l'observation. On n'est donc pas dans le même genre de pratique et de discipline que la philosophie. Si toute question n'est pas fondamentale, alors qu'est-ce qu'une question fondamentale? Une question fondamentale concerne tout être humain. Tout être humain, à tout âge, à tous les niveaux de la vie, dans toutes les dimensions de la vie, est susceptible de se poser des questions fondamentales. Ce ne sont donc pas des questions spécialisées, réservées à certaines personnes seulement. Toute personne est susceptible de se poser des questions fondamentales. En fait, vous l'avez déjà fait des milliers de fois dans votre vie. Un autre indice pour trouver les questions fondamentales, c'est souvent la dernière question d'une série de « pourquoi ». Qu'est-ce qu'on veut dire par là, la dernière question d'une série de « pourquoi ». Eh bien, on y va. On part de n'importe quelle situation de la vie. Vous ferez l'exercice avec vos amis ou vos parents. Pas votre chat, ça va moins bien aller, à moins que vous puissiez répondre pour lui. Alors, on va se dire « Hey, pourquoi t'as mangé ce matin? » Ah, ben, j'ai mangé parce que j'avais besoin de me préparer pour aller à mon cours. OK, pourquoi tu vas à ton cours? Ben, parce que je suis inscrite dans mon programme, là, au cégep, là, oui. Pourquoi tu es inscrit ou inscrite à ton programme au cégep? Ben, parce que pour faire le métier que je veux, ben, ça me prend ce diplôme-là, donc c'est pour ça que je suis inscrite à mon programme, parce que j'en ai besoin pour faire le métier que je veux. Ah oui, mais pourquoi est-ce que tu veux faire le métier que tu veux dans la vie? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Bien, parce que si je préfère faire le métier que je veux, parce que si je fais un métier que j'ai pas choisi ou qui me convient pas, ben je risque d'être malheureuse et j'ai pas envie d'être malheureuse.
Et là, on pourrait dire, ah, mais pourquoi tu veux être heureux dans la vie? Et c'est là que, quand la réponse n'est plus évidente, quand on n'a plus une réponse facile à répondre, souvent c'est parce qu'on est arrivé au niveau d'une question fondamentale. Ici, la question fondamentale, c'est de dire, est-ce que le bonheur est important dans la vie? Est-ce que le bonheur est une quête qu'un être humain doit avoir? Ou encore, si on dit oui, c'est une quête, le bonheur est une quête de la vie pour un être humain, eh bien, comment être heureux? De quelle façon est-ce qu'on peut être heureux? Alors, ces questions sont des questions fondamentales. Et là, la question de savoir, est-ce que le fait de faire un métier dans lequel qu'on va avoir choisi ou pas, est-ce que c'est important pour être heureux? Eh bien, ça va être sujet matière à débat. Il y en a qui vont vous sortir toutes sortes d'opinions là-dessus. Parmi les sujets des questions fondamentales, il y a toutes les questions qui concernent le sens de la vie. Les questions qui concernent comment aborder la mort. Les questions qui concernent le bonheur. Les questions qui concernent la justice. Qu'est-ce qui est juste, injuste, l'injustice, l'égalité, l'inégalité? Les questions de vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Comment savoir ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Toutes les questions sur la vérité, l'illusion sont des questions fondamentales. Aussi, toutes les questions sur l'être humain, comme vous avez pu le remarquer en faisant vos lectures, la question de l'être humain, c'est qui l'être humain? Qui sommes-nous en tant qu'humains? C'est une question qui n'est pas facile à résoudre. En fait, il y a plusieurs réponses et on n'a pas fini d'apprendre ni de se connaître nous-mêmes comme humains, ni de connaître les animaux et même l'ensemble du vivant pour découvrir à quel point ils ont des facultés fascinantes et de trouver c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre place sur la Terre, dans la vie. Donc ça, évidemment, toutes les questions qui concernent l'humain en général sont des questions fondamentales ou des questions philosophiques.